France Inter. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter. Le 18. Et ce soir, nous suivons le pape, toujours en République démocratique du Congo, très bientôt au Soudan du Sud. Deux pays majoritairement catholiques et majoritairement chaotiques aussi, avec une église qui se mêle très ouvertement de politique, voilà qui donne évidemment du relief et marque aussi les enjeux de cette visite du pape. Le bruit du monde est en Irak avec une conséquence de la guerre en Ukraine. Qui se soucie de l'Irak désormais, qui a vu les dons de la communauté internationale chuter tant nous sommes tournés vers Kiev. Résultat, dans les camps notamment, on manque de tout. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Sébastien Eugénie a trouvé un squat à Bruxelles qui relance la question des conditions d'accueil des réfugiés, des inondations catastrophiques à Auckland en Nouvelle-Zélande et un jeu vidéo inspiré d'Harry Potter qui suscite une très grosse polémique. 18h50, c'est le cinéma en VO et Corinne Pellissier avec un film d'animation ce soir qui parle d'exil. Là encore, ça se passe à Alep et c'est vraiment très joli, nous dira Corinne. À 18h55, c'est le monde d'après de Jean-Marc Four, un pays qui s'enfonce dans les grèves et la peur du présent. C'est le Royaume-Uni. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde. Bonsoir Isabelle de Golemin. Bonsoir Fabienne. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef du quotidien La Croix. Dans un instant, on rejoindra sur place en RDC Paul Lorgerie qui est avec nous. La RDC d'abord, je le disais, la République du Congo, ce sera le Soudan du Sud juste après. Et deux points communs effectivement dans ce voyage, deux pays qui ont une très grande majorité chrétienne et c'est suffisamment rare pour le souligner, qui sont aussi victimes de déchirements internes. Et dans ce voyage du pape, on a bien conscience que l'un ne va pas sans l'autre. Oui, parce qu'en fait, le pape, il n'a pas un agenda, on va dire, de catholicité pour fixer là où il va. Il va plutôt là où il pense que les chrétiens ont quelque chose à dire, là où la dignité est menacée, là où il y a de la pauvreté, là où il y a de la guerre, etc. Ceci dit, là, il se trouve notamment au Congo, dans un pays extrêmement catholique. Alors, pas que catholique. Non, on y viendra d'ailleurs. Etc. Mais enfin, c'est un pays où l'Église catholique a un rôle très important, un rôle politique, un rôle culturel, un rôle aussi de soignant. Et donc, effectivement, on l'attend pour ce qu'il dit et ce qu'il dit va être important. Et aux yeux de ce pays, c'est un événement politique que la visite du pape, très clairement, il le sait aussi. C'est une vraie visite politique. On reviendra sur ce qu'il a dit il y a un tout petit instant, mais à ses yeux aussi, ça dit ça, non ? Ça dit visite politique du pape dans un pays comme la RDC. Ce sera pareil au Soudan du Sud, d'ailleurs. Oui, parce qu'en fait, ce pape se mêle de la politique. Oui. Très clairement, alors il distingue bien. C'est quand il est devant les élus politiques qu'il a un discours très politique et il l'a eu hier de manière assez vigoureuse, en les traitant presque de bandits et de gens qui étaient en train de dilapider le patrimoine du pays. Mais c'est vrai que il n'a pas hésité non plus à parler de colonisation économique, en disant arrêtez d'étouffer l'Afrique, etc. Donc pour lui, ce qui est important, c'est quand même de voir les conditions économiques, sociales et politiques qu'on fait à une population. Il n'est pas là uniquement pour dire des messes. L'un ne va pas sans l'autre. C'est vraiment sa vision à lui du christianisme. Il le redit, vous vous enrichissez par l'exploitation illégale des biens de ce pays, le sacrifice cruel de victimes innocentes, entendez le cri de leur sang, etc. Il y a eu des mots aujourd'hui encore qui ont été des mots extrêmement durs. On se souvient aussi précédemment du voyage en Centrafrique où il avait dit, d'ailleurs j'ai non seulement aimé mais j'ai adoré ce moment-là. Ça dit aussi la relation particulière entre ce pape-là et l'Afrique ou pas ? Oui, parce que on le dit souvent, mais c'est vrai, c'est le premier pape non européen depuis en tout cas très 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 longtemps. Et donc il a une autre manière de voir l'Afrique. C'est un pape d'un pays du Sud qui vient dans les pays du Sud. Donc, il sait très bien ce que c'est que l'exploitation économique, il sait très bien ce que c'est que la misère, que les bidonvilles, que la guerre, enfin, que toutes ces choses dont souffrent effectivement les Congolais, les Africains en général. Et puis, c'est aussi un pape qui a tout de suite été très sensible au problème des migrants, et notamment des migrants d'Afrique qui vont en Europe et qui se noient en Méditerranée. Et donc, là aussi, il va être très présent sur ce terrain-là. Le seul élément de stabilité, au fond, dans ces pays en chaos perpétuel, c'est un peu l'Église aussi. C'est vraiment les images qu'on a déjà vues et les images qu'on verra encore une fois au Soudan du Sud, les marches pour la paix, etc. Donc il y a la même attente aussi. Mais est-ce qu'il y a un après une visite comme ça dans des pays de ce genre ?
En fait, c'est plutôt un pendant, c'est-à-dire que il vient là et ça permet de mettre pendant quelque temps la lumière sur ces pays. Et je crois qu'effectivement, comme nous sommes un peu omnibilés par ce qui se passe en Ukraine, ça permet de se souvenir qu'il y a d'autres endroits où il y a des guerres absolument terribles, et notamment au Congo, au Kivu. Bien sûr, et il a rencontré d'ailleurs des victimes du Nord Kivu aujourd'hui. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que il y a peut-être un après au sens où il va quand même conforter l'Église dans son rôle. C'est-à-dire que l'Église, en fait, c'est une vieille histoire. L'Église au Congo, le Congo a été colonisé par les Belges, qui ça a été absolument horrible. Hein, le roi des Belges n'y arrivait pas, donc ça a été confié à l'État belge, qui n'y arrivait pas trop petit. C'est un tout petit pays. Le Congo, c'est un pays absolument énorme. C'est 5 fois la France. Donc, du coup, les colonisateurs ont confié à l'Église, et notamment aux missionnaires belges, finalement des pans entiers du développement de ce pays, notamment tout ce qui est santé, tout ce qui est éducation. 80% des institutions médicales sont détenues par l'Église, plus de 50% des écoles. Donc c'est vraiment une Église qui a qui a une puissance, des assises assez importantes, et qui ensuite, dès l'indépendance, a pris vraiment le parti de la démocratie, de l'indépendance, et s'est beaucoup battu contre tous les dictateurs qu'a eu ce pays. Et peut renverser un gouvernement. Il n'y a pas beaucoup d'églises qui ont cette force-là. On l'a bien vu avec Kabila, par exemple, etc. Voilà. Avec Kabila, c'est vraiment l'Église qui a dit à un moment, l'archevêque à l'époque c'était Monsengo, l'archevêque cardinal du Congo, qui a dit que le médiocre s'en aille. Et Kabila s'en est en allé. Donc c'est vrai que c'est assez rare d'avoir une Église qui a ce point de puissance politique, qui est partie prenante aussi elle vérifie la tenue des élections. Ça, c'est très important. Donc c'est vraiment elle qui a créé une espèce de commission et qui est là pour dire les élections ont été bien ou n'ont pas été bien. Et qui appelle même au vote parfois. Bonsoir Paul Lorgerie. Bonsoir. Vous habitez, vous, en RDC, vous nous l'avez raconté, vous avez eu l'occasion de nous le dire, ici même, cette implication de l'Église catholique dans la vie politique, dans le vote. Moi, je voudrais d'abord que vous nous racontiez à quoi ça ressemble, cette ferveur en face du pape, une messe à 1 million de personnes, cette immensité, cette énorme chose. À quoi ça ressemble, en fait, chez vous ? Ça ressemble assez étonnamment à une messe comme ça se passe dans les quartiers. Bon, alors, je m'explique. Une messe dans un quartier, ici, dans une paroisse, c'est un orchestre. Ce sont ce qu'on appelle des majorettes, donc des petites filles de la paroisse, âgées entre 5 et 10 ans, qui dansent devant l'autel. Ce sont des danses du prêtre autour de cet autel, justement, et beaucoup de chants, beaucoup de chants. Alors, ce matin, pendant la messe du pape, c'était bien sûr quelque chose de 2, 3, 10 fois, 1000 fois plus grand. Ouais, la même chose en 10 fois plus grand, quoi. Ouais, exactement, avec un parterre de politiques, bien sûr, et d'officiels qui, eux aussi, étaient sous le soleil, d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, parce que c'était vraiment devant le Saint-Père, tout le monde est logé à la même enseigne. Mais ça s'appelle un miracle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Paul ? Pardon, vous allez rester avec nous, Paul. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, c'est ce qui est intéressant dans cette messe, la messe qu'il y a eu avec le pape et les messes qu'il y a au Congo, c'est qu'il y a une liturgie qui est spécifique. Ouais. C'est-à-dire que pour un catholique normal, c'est assez bizarre. Il y a des choses qui sont pas au même emplacement que dans les autres églises. Il y a un rite zaïrois. Ça a mis beaucoup de temps. Depuis les années 60, les zaïrois ont demandé d'avoir un rite spécifique qui fait une assez large part aux ancêtres, donc pour eux c'était important, aux danses, et puis aussi à la parole, à l'importance et au pouvoir de la parole. Donc c'est pas simplement des danses où on dirait c'est folklorique, c'est des danses, c'est joyeux, c'est pas que ça, c'est vraiment une manière de prier qui est adaptée, qui est inculturée, comme on dit, à ce pays, et c'est le seul pays qui a réussi à faire ça dans l'Église catholique. Et Paul Lorgerie, sur le fond, est-ce que vous diriez que les Congolais ont entendu ce qu'ils voulaient entendre ? On a un peu cité certains des extraits effectivement de ce que le pape avait pu dire, aussi bien hier qu'aujourd'hui. Est-ce que là-dessus, les messages qu'il fallait passer ont été reçus comme ça et c'est ce qu'ils voulaient vraiment entendre ? Ah oui, complètement. Je me suis du coup entretenu avec plusieurs Congolais, puisque beaucoup d'entre eux étaient déjà arrivés hier soir pour faire une nuit de veillée. Et puis même ce matin, les personnes étaient peut-être limite obsédé par en fait la situation à l'Est. Donc à l'Est, il faut le rappeler, ce sont près de 3 décennies de guerre, que ce soit des guerres ethniques, économiques ou encore de foncières. Donc ces personnes-là vraiment appellent à ce que on demandait à ce que le pape diffuse un message de paix pour leurs frères de l'Est. Et c'est ce qui a été fait parce que durant son homélie, le pape a clairement demandé à tous ces groupes armés, donc on les comptabilisait à plus d'100 à l'Est, de déposer les armes.
Et on comprend jusqu'à quel point ça peut avoir de l'importance. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Isabelle de Golemin. Subitement, on met le projecteur sur des massacres que nous décrit Paul, qu'on a oubliés, hélas, sur lesquels on ne regarde jamais. On se souvient, l'étape suivante sera au Soudan, qu'il y avait eu ce geste du pape en 2019 qui baise les pieds de 2 dirigeants soudanais qui sont 2 ennemis soudanais du Sud en leur disant faites la paix ensemble. On se souvient à quel point il a été partie prenante dans les accords de paix de 2020 à ce moment-là. C'est dire l'implication quand même. Oui, en même temps, ça n'a pas tellement bien marché. Donc, alors c'est moins qu'on puisse dire. Voilà, ouais. donc pour le Soudan, on peut pas dire que l'accord de paix pour l'instant soit respecté. Donc il y a ce que le pape peut faire et puis ensuite il y a ce que les hommes sont. Et hélas, c'est le moins qu'on puisse dire. Le sens de la présence de l'archevêque de Canterbury pour la première fois avec le pape dans le voyage au Soudan, c'est quoi ? C'est important parce qu'en fait au Soudan, c'est une ancienne colonie plutôt au côté anglaise et écossaise, et donc l'église protestante est très importante. Donc il n'y a pas que des catholiques. Donc c'est une manière de dire que l'ensemble des chrétiens sont unis dans cet effort de paix, parce que là pour le coup c'est vraiment une guerre entre chrétiens. D'ailleurs au Congo aussi, il y a quelques musulmans, mais c'est quand même plutôt entre chrétiens. Mais là donc c'est vraiment important, c'est de dire voilà, la paix, elle dépend pas que des catholiques, mais de l'ensemble des chrétiens. Et d'ailleurs, le président de la RDC, j'y retourne très brièvement, que le pape a rencontré aujourd'hui, est un président évangélique, autant que je sache. Évidemment que tout le monde sait et que le pape n'ignore pas que l'Église catholique a beau être extrêmement forte dans ces pays-là et bousculée aussi par les évangéliques. Est-ce que ça aussi, c'est ce que vient dire le pape, vient parler de l'avenir du catholicisme, des jeunes catholiques, et le fait que si on s'endort sur ses lauriers, y compris dans un pays qui est si fervent catholique, on finira aussi par en perdre des morceaux. Oui, et puis quelle doit être la place du catholicisme ? Parce qu'effectivement, il y a les évangéliques d'un côté, alors il y a des églises évangéliques qui sont aussi très impliquées dans le développement économique, politique, etc. Il y en a d'autres qui, au contraire, sont beaucoup plus sur uniquement de la piété, voire la piété pour faire de l'argent. Donc là, l'idée, c'est de dire, les catholiques, enfin c'est ce que le pape va essayer de dire à cette église, vous êtes là pas pour faire de la politique, mais pour dire aux politiques de faire de la politique, quelque part, et puis aussi pour veiller à l'écologie. Vous savez qu'au Congo, il y a un bassin, une forêt qui est une des plus grosses du monde, après celle d'Amazonie, et là il y a une action aussi de l'Église sur la protection de l'environnement, pour tout le développement économique, pour le développement social. Donc l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on est catholique en Afrique. On l'est pas simplement en faisant des messes et en encourageant les baptêmes, mais en prenant part au développement du monde. Le fait que l'Église catholique africaine ait cette importance-là toujours quand même, et sachant que le pape en a une vraie connaissance, pour autant, c'est le continent qu'il a finalement visité le moins souvent, moins que l'Asie, moins que d'autres, même s'il y a eu effectivement un certain nombre de voyages. C'est le continent qui est le moins représenté, paraît-il, au Vatican. C'est ce que j'ai lu en préparant cette émission. Donc, est-ce qu'on est dans une espèce de paradoxe où à la fois on sait bien que ce continent est important et qu'il existe, mais que, et c'est toujours l'éternelle question, pour le monter sur une marche supérieure, on n'y va pas, on donne pas ces responsabilités-là. Je pense pas que le pape est soit comment dire, un fanat de la curie romaine. Oui, des amis en disant ça, mais je pense que pour lui, ce qui est important, c'est d'avoir des archevêques et des religieux, des congrégations religieuses solides au Congo sur place et qui mettent vraiment les mains dans le cambouis sur le terrain. Donc je pense que c'est plus ça qui le préoccupe, et il a nommé un certain nombre d'archevêques, dont l'archevêque de Kinshasa, qui sont des gens qui sont plutôt solides et qui sont plutôt ses supporters. Et pour lui, c'est plutôt sur le terrain qu'il faut que les catholiques soient forts plutôt qu'à Rome. Je vous pose la question, Isabelle Golemin, parce que quand ce pape-là aura disparu, on reposera la question qu'on pose à peu près depuis au moins 2 papes, donc ça fait une grosse quinzaine d'années sur l'idée d'un pape africain désormais, donc cette question reviendra, et on a l'impression encore une fois, d'une espèce de paradoxe entre la présence à Rome, et donc très peu, et l'énorme présence dans ce continent africain. Oui, mais je crois que le paradoxe, c'est celui aujourd'hui de l'Église catholique. C'est-à-dire que, effectivement, Rome, ça reste important parce que c'est là où réside le pape, mais le pape ne cesse de dire que ce qui doit se passer, c'est sur le terrain. Il essaye de donner plus de liberté aux églises locales, etc., pour qu'elles fassent des expériences, pour qu'elles prennent des initiatives. Et je pense que ce paradoxe-là, finalement, bientôt, ça ne sera plus un paradoxe. Et sans doute, il y aura un pape africain un jour. C'est évident, puisque aujourd'hui, un catholique sur 5 est africain, et bientôt, ça sera un catholique sur 4. Est-ce qu'on dit que c'est là, maintenant? Enfin, je veux dire, pardon de le dire comme ça, c'est le prochain coup, si je puis dire. Est-ce qu'on est mûr, y compris au Vatican, pour ça, aujourd'hui, ou ça se discute encore? Alors, c'est un peu compliqué de dire ça, parce que personne n'avait prévu l'élection du pape François. Donc, je pense qu'il faut être assez prudent. L'Église, oui, elle est mûre. Enfin, il me semble que c'est pas... Après, voilà, il faut trouver la personne qui soit capable de rassembler,
compliqué, d'autant plus que le pontificat de François est quand même un pontificat assez clivant. Et je pense qu'après, on aura besoin d'un pape qui mette un peu des pansements partout pour refaire de l'unité dans l'Église. On va pas lire dans le mar de café, mais est-ce qu'on dit que c'était peut-être l'un des derniers voyages de ce pape qui est bien fatigué? On l'a dit à tellement de reprises, et que c'était important pour lui justement de marquer ça à ce moment-là, et y compris dans son état de santé aujourd'hui. Oui, parce qu'il avait dû renoncer à ce voyage en juillet une première fois. Donc il voulait vraiment le faire, et ça, il voulait le faire non pas parce que le Congo est un pays catholique, mais parce qu'il pense qu'il y a des choses à dire sur la manière dont les gens là-bas sont traités, dont les gens vivent, et le problème de la guerre qui est complètement oublié. Ce sont vraiment des guerres oubliées aujourd'hui par le monde. Mais est-ce que ça dit aussi, et ce serait la dernière question, est-ce que ça dit aussi qu'il a besoin de montrer qu'il est encore là, qu'il est encore bien là, ce pape François, qu'il a même besoin de redonner une sorte d'élan à son pontificat? Alors c'est sûr qu'après il y a eu comme les périodes assez difficiles de contestation après la mort de Benoît XVI, avec des cardinaux qui ont pris la parole, des cardinaux européens d'ailleurs, qui ont pris la parole pour contester le pape. Donc là, je pense qu'il s'offre un petit bain de jouvence, on va dire ça. Effectivement, les gens sont contents de le voir, contrairement à Rome, peut-être. Les gens sont contents de le voir. Et lui est quand même assez proche de ce type de catholicisme-là. Vous savez que la théologie de la libération, elle est née en Amérique du Sud, donc là où est le pape, mais elle est maintenant très répandue en Afrique. Isabelle de Golemin, rédactrice en chef du quotidien La Croix, merci beaucoup de votre passage chez nous. Le 18-20, Fabienne Synthèse sur France Inter. La suite ce soir, ça se passe en Irak, qui depuis la guerre en Ukraine a vu fondre ses dons loin des yeux, loin du cœur. L'aide a chuté, si bien que beaucoup de camps manquent de tout, c'est ce que vous entendrez. Et puis pour aller jusqu'à 19h en ce mercredi, Sébastien Eugénie sous les radars. On ira en Belgique où un squat très insalubre de près de 1000 migrants en plein Bruxelles inquiète les autorités. Le cinéma en VO, c'est vous Corinne Pellissier. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Un film d'animation aujourd'hui qui nous emmène à Syrie aux côtés d'une petite fille. Elle s'appelle Dounia et elle vient d'Alep. Le monde d'après, c'est vous Jean-Marc Faux. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir à tous. Un pays qui s'enfonce dans les grèves, la peur du présent, l'impasse politique. Je veux parler du Royaume-Uni. Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par le Mali avec Fatoumata Diawara, accompagnée par Damon Albarn de Blur. À tout de suite.
Le bruit du monde ce soir est en Irak, qui prend de plein fouet une des conséquences de la guerre en Ukraine. L'Occident accorde moins d'aide humanitaire aux autres pays en guerre, et notamment donc à l'Irak. 68% des exigences de dons fixées par l'ONU en 2022 ont été récoltées, soit 400 millions de dollars américains. L'Ukraine a obtenu 10 fois plus. Un déséquilibre qu'on peut comprendre, mais qui a ses conséquences. En Irak, dans certains camps, les réfugiés manquent de tout. Et le reste, c'est Théo Renaudon qui raconte. On est à Dara Shakran, un camp de réfugiés construit il y a maintenant 10 ans au Kurdistan d'Irak. 11 700 Syriens vivent ici, plus de la moitié sont des enfants. Tous ont vu les aides humanitaires se dégrader depuis le début de la guerre en Ukraine. Moi, c'est Imad Issa, j'ai 42 ans. Je suis dans ce camp depuis sa création en 2013. La situation a complètement changé depuis la guerre en Ukraine. Avant, il y avait des aides pour se nourrir, pour s'habiller. Aujourd'hui, il n'y a presque plus rien, sans compter l'inflation qui ne nous aide pas à être autonomes. L'hiver est là et pourtant nous n'avons jamais reçu de gaz. Même l'infirmerie n'a plus d'argent. Si quelqu'un est malade, il peut mourir. Alors pendant qu'on était en train de parler à Imad, il y a une nourrice entourée d'enfants qui est venue interrompre notre conversation. Franchement, la situation est horrible ici. Il n'y a pas de nourriture, pas de pétrole pour se chauffer. Beaucoup d'ONG quittent le camp. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de nettoyage des rues, il n'y a pas de nourriture. Les ONG ne nous aident plus. Nous ne pouvons pas nous acheter de gaz pour se chauffer. La guerre en Ukraine a fait monter les prix ici. Notre pouvoir d'achat est quasi nul. Quand on regarde des photos de Dara Shakran, il y a 10 ans, c'était une marée de tentes. Aujourd'hui, ce sont de petits abris faits de parpaings et de tôle. Assise devant sa petite maison avec sa robe violette en velours, Chérine, selon elle, la construction de ces petits abris donne un semblant de vie normale, mais la misère est en fait bien plus présente qu'avant. Généralement, quand on voit ces maisons, on pense que la situation est bonne. Mais quand tu rentres à l'intérieur, tu vois qu'il n'y a ni nourriture, ni argent. L'an dernier, il y a eu des inondations. On a été obligés de fuir le camp pour aller dans un hôpital qui a pu nous accueillir. Vous savez, ici, beaucoup de gens vont travailler à l'extérieur du camp. Enfin, ça c'est quand ils ont un travail. Ils gagnent à peine $10 par jour pour nourrir leur famille. C'est vraiment presque rien. Au-delà des maisons, dans ce camp, il y a maintenant aussi des boutiques, des salons de thé et aussi des terrains de foot pour les enfants. En 10 ans, les ONG ont aussi construit des écoles, mais aujourd'hui elles sont complètement vides. C'est ce que nous explique Blend. À 17 ans, il tient le magasin de son père. Les profs étaient payés par les humanitaires. Aujourd'hui, ils ne sont plus payés, ils n'ont plus de salaire, donc il n'y a plus cours. Moi, personnellement, jusqu'ici, j'étudiais, mais comme il n'y a plus de profs, je me suis mis à travailler dans cette épicerie. À l'Occident et à l'Europe, je veux dire que nous sommes des êtres humains, comme les Ukrainiens. Si vous aidez les Ukrainiens, nous avons besoin de votre aide aussi. Dans un bâtiment préfabriqué, à l'entrée de Dara Shakran, il y a Botan Saladin. C'est le chef du camp, il est affilié au gouvernement kurde. Normalement, les Nations Unies donnent à chaque famille du camp $400 par an pour passer l'hiver. Mais cette année, nous n'avons eu aucune nouvelle. Et l'hiver est déjà bien avancé. Avant, 80% des réfugiés avaient accès à des distributions de nourriture. Aujourd'hui, c'est moitié moins. Nous comprenons bien qu'il y a une guerre en Ukraine. Mais ici, c'est l'un des camps les plus grands de la région. On ne peut pas oublier ces réfugiés. Le résultat de tout ça, c'est que depuis l'été, 700 hommes sont partis du camp pour l'Europe, pour avoir une vie meilleure. S'ils avaient de quoi manger, jamais ils ne partiraient. Sur les 20 ONG présentes dans le camp, 6 sont déjà partis, 3 sont en train de faire leur carton. Théo Renaudot pour le reportage. Merci beaucoup Théo. Le bruit du monde de la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est Sébastien Logénie.
C'est dans les rues de Bruxelles, Sébastien, que nous sommes, où un immense squat en pleine ville révèle la profonde crise de l'accueil des migrants en Belgique. C'est un bâtiment qui était inoccupé depuis 10 ans, insalubre, et qui en quelques mois s'est transformé en gigantesque camp de migrants. Cet immeuble d'une dizaine d'étages, juste à côté de la gare du Nord de Bruxelles, est surnommé aujourd'hui, avec ironie, le Palais des Droits. Pourtant, près de 1000 occupants y vivent les uns sur les autres depuis le mois d'octobre, dans des conditions sanitaires déplorables, promiscuité, froid, humidité, manque d'hygiène, au point que se propagent aujourd'hui des maladies qui avaient disparu de Belgique, comme la gale, la diphtérie, la tuberculose. Il y a 3 semaines, un incendie volontaire a ravagé le 3e étage et un homme a été retrouvé mort à la fin de l'année dernière. Les autorités locales demandent à l'État d'intervenir urgemment, comme la bourgmestre de Schaerbeek, c'est l'une des communes de Bruxelles. Il est évident que les tensions augmentent, la situation se dégrade et donc il faut au plus vite pouvoir progressivement vider ce bâtiment. Mais progressivement, pas 25 par jour. Il faut trouver une solution pour plus de 700 personnes rapidement. À l'origine de ce squat, un afflux important de migrants, notamment d'Afghanistan, du Burundi ou de Syrie après le Covid. Des demandeurs d'asile pour la très grande majorité qui doivent en théorie être hébergés. Mais depuis des années déjà, la FEDASIL, chargée en Belgique de l'accueil des migrants, n'a plus de logement, contraignant donc des centaines de personnes à dormir dehors, comme à Paris, près du périphérique. L'État fédéral belge a été condamné plus de 7500 fois pour non-respect du droit d'asile. Direction Auckland, en Nouvelle-Zélande, qui a connu les inondations les plus dévastatrices de son histoire. Selon les assureurs, ce qu'ont traversé la semaine dernière les 1,5 million d'habitants d'Auckland est le plus grand événement climatique qu'ait jamais connu le pays. Les pluies diluviennes se sont désormais calmées, le nettoyage a commencé, mais la semaine dernière, Auckland a été littéralement noyé sous les eaux, l'équivalent d'une ville presque aussi peuplée que Paris, ravagée par les inondations, les glissements de terrain, images stupéfiantes des autoroutes totalement immergées, 1 mètre de pluie dans l'aéroport, des maisons qui menacent de s'effondrer, un train qui déraille, des supermarchés où les gens font leurs courses, de l'eau jusqu'aux genoux, et au total 4 morts. Le bilan inquiète les autorités, et en particulier le tout nouveau Premier ministre Chris Hipkins qui vient de remplacer Jacinda Ardern. Le coût de ces inondations n'a pas encore été établi par les assureurs, mais il risque d'être très élevé, explique le Premier ministre néo-zélandais. Le coût de la crise climatique ne fait que progresser en Nouvelle-Zélande, qui a connu de nouveaux records météorologiques l'an dernier. Selon les économistes, l'inflation déjà haute pourrait encore augmenter à cause de ces événements, avec une hausse des produits frais, des loyers, des transports et des matériaux de construction. Et puis on termine, Sébastien, avec la sortie d'un jeu vidéo qui fait polémique. La sortie d'Hogwarts Legacy, prévue dans 10 jours, est menacée de boycott. C'est l'un des jeux les plus attendus de cette année, car il s'inspire directement de la saga Harry Potter. Une plongée dans le milieu des sorciers et des sorcières de Poudlard, 15 ans après la publication du dernier tome de l'épopée. Sauf que la sortie du jeu s'accompagne sur les réseaux d'une campagne de boycott contre les propos jugés transphobes de l'auteur d'Harry Potter, j'ai nommé J.K. Rowling. La polémique enfle de plus en plus sur les plateformes de jeux vidéo, comme ici, au cœur de cette controverse, les propos donc de J.K. Rowling, critiques et ironiques sur les questions de genre et qui choquent depuis des années la communauté LGBT. Récemment, elle s'est aussi opposée à la loi sur la reconnaissance du genre en Écosse. Bref, la plus grande des stars, écrivain britannique, fait de l'ombre aux jeux vidéo. Les éditeurs du jeu se sont sentis obligés de préciser que J.K. Rowling n'avait pas directement participé à la conception, seulement son équipe. Et au final, le jeu vidéo permettra aussi d'incarner, pour ceux qui le souhaitent, des sorciers et des sorcières transgenres. Merci beaucoup Sébastien Le Génie. Vous revenez demain dans Sous les radars. Vous partez avec Ricky Lee Jones. Chuck is in Love, 79. Premier succès de la chanteuse de Chicago. J'avais 7 ans. Bah oui. Vous l'êtes.
pool hall. Well, is it here? I look in the drugstore. Is it here? No, it don't come here no more. Well, I tell you what, I saw him. He was sitting behind us down at the Pentateuch. And whatever it is that he's got up his sleeve, well, I hope it isn't contagious. What's her name? Is that her there? Oh Christ, I think he's even combed his hair. And is that her? Well, then what's her name? Oh, it's never gonna be the same. That's not her. I know what's wrong. 'Cause jogging along with a little girl singing this song. Don't you know Chucky's in love? Yeah, yeah. Chucky's in love. Love, love, love. Chucky's in love. Chucky's in love. Chucky's in love. Chucky's in love. He's in love. Love with me. Chuck is in Love et Ricky Lee Jones sur France Inter. Le mercredi, c'est cinéma et c'est Corinne Pellissier. France Inter. Un jour dans le monde. Notre nouvelle maison. Elle est en Grèce, je dois. Je ne sais pas où elle sera à Dunia. Quand les images sont trop fortes pour raconter la guerre aux enfants, c'est l'animation qui prend le relais. Avec un très beau film aujourd'hui, Corinne, que vous voulez nous présenter dans le cinéma en VO, écrit par une jeune femme qui est née en Syrie, qui vit au Canada désormais. Ça s'appelle Dounia et la princesse d'Alep. C'est l'histoire d'une petite fille qui est contrainte à l'exil. C'est poignant, c'est ce que vous dites. C'est très documenté. Ça présente surtout la ville d'Alep comme on l'a jamais vue, rarement vue dans les JT. Oui, dans le film de Maria Zarif, la ville d'Alep, eh bien, regorge d'ambiance, de parfums qui vous enveloppent dans une extrême douceur, l'odeur du jasmin, des premières pistaches, de la confiture de rose que prépare la grand-mère de Dounia, d'une petite fille candide aux grands yeux qui ressemble beaucoup à Maria Zarif qui a écrit l'histoire. Pourtant, ce n'est pas du tout sa vie qu'elle raconte. Le personnage de Dounia n'existe pas. Elle a été composée à partir d'une mosaïque de portraits, de témoignages qu'elle a accumulés depuis 2011, toujours en lien avec la série par le biais de sa famille aussi parce qu'elle s'est beaucoup rendue. J'ai, par la force des choses, énormément côtoyé beaucoup de gens qui étaient sur place pendant les événements et beaucoup de gens qui sont sortis et qui ont fait le voyage eux-mêmes. Et c'est des récits que j'ai récoltés petit à petit quand ils sont arrivés, ou même par les réseaux sociaux. Parce que depuis le début de la guerre, en 2011, il s'est créé un espèce de monde parallèle de Syriens, Syriennes du monde entier qui se solidarisent. Quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça souvent on dit, nous, la révolution a peut-être échoué dans les faits politiquement, mais il y a une vraie révolution sociale, une vraie révolution du peuple, en fait, de la société civile. C'est sûr que politiquement, puis aujourd'hui, avec la guerre, il y a énormément d'ombre et de déchirement et de mal, mais il y a aussi pour nous les Syriens, il y a une douceur syrienne incroyable, ça c'est sûr, et nous on y tient, et je crois que dès qu'on se regroupe n'importe où sur Terre, je crois que cette douceur revit face à une telle violence et à de telles douleurs en fait. Des fois il y a des vraies douleurs, de la vraie colère, et puis justifiée. L'arrachement, la migration, certains sont restés sur place dans des conditions très difficiles. La graine de baraquet est l'ingrédient magique qui éloigne le mal de toute chose, même du mal. Alors la lune, c'est magique, comme la graine de baraquet. Elle éloigne le mal du mal. Dounia! Et il faut le dire, Corinne, Maria Zarif, c'est une femme qui se démène beaucoup pour venir en aide aux réfugiés. Elle a créé au Canada la Maison de la Syrie pour continuer justement à faire vivre la culture de son pays. Elle a créé aussi une fondation pour les enfants syriens réfugiés dans les camps, car sur la route de l'exil, au-delà des horreurs liées au rejet aux passeurs, il y a aussi la perte des racines. 6 millions de personnes depuis 2011 ont fui la Syrie, à peu près autant ont été déplacées dans le pays. Le travail des bénévoles est donc très important, d'autant qu'un autre conflit aujourd'hui occupe la une, les médias, les esprits, c'est la guerre en Ukraine. On peut pas dire que la guerre soit terminée dans le sens où le pays reste dangereux alors que ça a été un pays avant la guerre extrêmement sécure, extrêmement sûr.
beaucoup de choses changent pour s'adapter en fait à ce que la guerre a laissé. Le visage des gens dans la rue a changé. La moitié du pays est à l'extérieur du pays aujourd'hui, parce que des villages ont été détruits, des quartiers ont été rasés, etc. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le pays est exsangue, en fait. Il y a des initiatives pour le reconstruire. Par exemple, beaucoup de travail qui est fait dans la vieille ville d'Alep pour reconstruire les souks. Mais ça, c'est que de la pierre. Au final, on revient à l'humain. Et moi, j'aimerais dire aussi, avec vraiment toute la solidarité pour l'Ukraine, pour les Ukrainiens, ce qui me scandalise, c'est qu'à l'heure où on se parle, il y a encore partout dans le monde des camps de migrants, de déplacés, où on peut vivre encore 17 ans. Il y a aujourd'hui un scandale mondial sur lequel on ferme les yeux, qui est ces populations entières de gens dans le monde qui campent en attendant qu'on veuille bien leur ouvrir des frontières et qui sont complètement oubliés. Voilà, le propos du film est très dur, mais l'animation est vraiment magnifique, avec des petits personnages découpés qui évoluent dans un décor peint, très simple, ultra efficace et surtout rempli d'humanité. Allez voir ce film et surtout emmenez-y vos enfants. Et ben voilà, c'est dit. Ça s'appelle Doumia et la princesse d'Alep, signé Maria Zari. Film d'animation au cinéma ce mercredi, conseillé très vivement par Corinne Pellissier. Merci beaucoup. Fabienne Synthèse, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, la France n'est pas la seule à vivre au rythme des grèves. Le Royaume-Uni continue d'être agité par de multiples conflits sociaux pour demander des hausses de salaire. Nouvelle salve de grève aujourd'hui et aucune perspective de sortie de crise. Le gouvernement conservateur répond uniquement par la fermeté et c'est votre monde d'après. La scène se passait tout à l'heure au Parlement, à la Chambre des communes. Le député nationaliste écossais Ian Blackford interpelle Rishi Sunak. Est-ce que le Premier ministre le réalise ? Il n'est bon à faire qu'une seule chose, pousser les gens dans la pauvreté. Il aurait pu ajouter dans la rue. Depuis l'automne dernier, les jours se suivent et se ressemblent au Royaume-Uni. La colère ne retombe pas, les conflits sociaux se suivent à la queue leu-leu. Aujourd'hui, donc pour la première fois depuis 12 ans, la quasi-totalité du système éducatif s'est arrêtée. 85% des écoles touchées selon les syndicats, de la maternelle à l'université. En grève également aujourd'hui la fonction publique, une partie des transports, les trains en particulier. À partir de lundi prochain, les personnels de santé, infirmières, ambulanciers vont enchaîner et reprendre la grève déjà observée au moment de Noël. C'était alors une première depuis un siècle. La semaine d'après, ce seront à nouveau les cheminots, puis les postiers et aussi les douaniers. Il faut d'ailleurs s'attendre à des perturbations pour l'entrée sur le sol britannique à la fin de ce mois. À chaque fois, le motif principal, vous le disiez, c'est la demande d'augmentation salariale face à une inflation qui dépasse les 10%. Les Français expriment une peur du lendemain, devoir travailler trop longtemps, avoir une retraite trop basse. Les Britanniques, eux, voient moins loin. Ils ont désormais peur du présent. Ils sont des millions à ne plus pouvoir boucler leur fin de mois face à des factures d'énergie galopantes. Et en face, le pouvoir conservateur dit no, no, no. Pas question d'augmenter les salaires, martèle le gouvernement de Rishi Sunak. Le Premier ministre estime qu'une telle mesure alimenterait l'inflation. De toute façon, les caisses sont vides. Et Rishi Sunak n'est pas du genre à raser gratis. Ça va plus loin, aucune vraie séance de négociation à l'horizon, pas la peine de faire miroiter un faux espoir. Encore plus loin, le gouvernement entend restreindre le droit de grève. Un projet de loi adopté avant-hier à la Chambre des communes vise à instaurer un service minimum dans la santé, l'éducation, les transports en commun, bref, tous les grands services publics. Chaque direction serait autorisée à désigner un contingent de salariés contraints de travailler pendant les conflits sociaux. En cas de refus, sanctions disciplinaires, licenciement possible et même poursuites judiciaires. Le texte doit encore être examiné par la Chambre des Lords, souvent vigilante sur les droits sociaux, donc ça peut encore bouger. Mais le message du gouvernement est on ne peut plus clair. D'autant que le droit de grève est déjà très encadré, il faut le rappeler, au Royaume-Uni. Beaucoup plus qu'ici, c'est un héritage des années 80, lorsque Margaret Thatcher avait voulu briser la grève des mineurs. La Dame de Fer avait, par exemple, imposé une consultation préalable des salariés concernés avant tout conflit. Les syndicats doivent organiser par voie postale un vote de leurs adhérents et obtenir leur feu vert. La grève est même impossible si la participation au scrutin est inférieure à 50%. Donc le gouvernement Sunak en remet une couche. Une seule réponse face aux grèves, vous le disiez, no. Donc, Jean-Marc, bras de fer et zéro lumière au bout du tunnel. Oui, le Royaume-Uni s'enfonce dans la morosité et le conflit. La gueule de bois post-Brexit est partie pour durer parce que la situation économique n'est pas partie pour s'arranger. Les prévisions de l'OCDE publiées il y a quelques jours sont pessimistes. Le Royaume-Uni est annoncé en récession cette année, moins 0,6%. Un cas unique dans les autres pays occidentaux. On s'attend à une croissance modérée, voire faible, mais pas à de la récession. Résultat, la cote de popularité des conservateurs, usée par 13 ans de pouvoir et par une série de scandales, ne bouge pas depuis des mois, elle ne bouge pas du sous-sol. 27% d'intention de vote contre 48% pour l'opposition travailliste, plus de 20 points de retard.
Demain, Rishi Sunak franchira le cap des 100 jours au 10 Downing Street. C'est bien son seul motif de réjouissance. Il a déjà fait mieux que l'éphémère Liz Truss, mais bon, ça, c'est pas surprenant. Au moins, lui, il n'est pas incompétent. En revanche, il est prisonnier de l'héritage du Brexit et aussi du dogmatisme idéologique d'un parti conservateur désormais en panne d'idées. Pendant ce temps, les Britanniques désespèrent devant leur bulletin de paie et leurs factures d'électricité. Dans ce pays, le Royaume-Uni, où la capacité à aller de l'avant était devenue une marque de fabrique, la peur du présent est un traumatisme. Le monde d'après, signé Jean-Marc Four. Jean-Marc, merci beaucoup. Le 18-20, la suite, c'est le journal d'Hélène Philly. Juste après, il y a le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous. Ne changez rien.